Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, c'est beaucoup trop laudateur hein, comme présentation, évidemment. Écoutez, je suis ravi d'être là. Je suis très impressionné de vous voir aussi nombreux. Je vais essayer, j'espère, d'avoir un dialogue avec vous à un moment donné. Je vais effectivement vous parler de nos rapports aux écrans. Alors, avant, je vous rassure, il n'y a pas de présentation, il y a juste des petits mots pour que je me perde pas, dans le fil de mes pensées ou de mon bavardage. En espérant, d'abord, il m'a présenté, je vais effectivement, quand je dis qui parle, effectivement, ça fait très très longtemps que je travaille d'abord comme journaliste, puis ensuite dans les médias, et j'ai dû à un moment donné m'occuper de la digitalisation des médias, du numérique, et en particulier lancer lemonde.fr il y a beaucoup de temps. Maintenant, lancer un site qui s'appelle France Info depuis, qui s'appelait France TV Info, maintenant je m'occupe d'Arte. Et en fait, comment j'en suis venu à un moment donné réfléchir, parler de notre rapport aux écrans? Je vais commencer par une petite anecdote qui est tout à fait vraie. Il y a longtemps, avant de sortir La civilisation du poisson rouge, parce que j'avais écrit des livres un peu théoriques sur le numérique, la presse, le numérique, tout ça, vous les voyez là, le livre, le numérique, la condition numérique, tout ça, etc. Et puis un jour, j'étais fatigué, et donc, comme beaucoup, quand on est fatigué, on va voir un médecin. Et je vais voir le médecin, je lui dis, je suis épuisé, je suis très très fatigué. Et le médecin me dit, toujours très très bon médecin, est-ce que vous dormez bien? Je lui dis, bah oui, oui, bien sûr, je dors. Et il me regarde, il me dit, mais pardon de vous poser cette question, est-ce que vous vous levez la nuit? Alors moi je dis, bah oui. Il me dit, mais combien de fois dans une nuit? Il me dit, je lui dis 4-5 fois. Et il me regarde, il me dit, mais vous êtes quand même un peu jeune pour vous lever aussi souvent la nuit. Alors moi, je me dis, mais de quoi il parle? Je dis, bah non, 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 pas du tout, je me lève pas la nuit 4-5 fois pour... Bref, vous m'avez compris. Non, non, je me lève parce que je vais consulter mon téléphone portable. Alors là, ça, c'est lui qui me regarde avec des yeux totalement écarquillés. Il me dit, mais vous, c'est votre métier qui vous impose ça, etc. Je dis, ah non, non, pas du tout. Je travaille chez Arte, donc je ne suis pas en charge de la sécurité nucléaire ou de choses, pas du tout. En plus de ça, mes enfants ont l'air d'aller plutôt bien, même s'ils sont suffisamment grands pour ne plus habiter à la maison. Donc non, je n'attends rien. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites alors quand vous vous levez la nuit et que vous allez voir votre téléphone portable? Je dis, bah, vous savez, je fais un petit tour, quoi. Donc, je vais sur Twitter, puis ensuite, je regarde si j'ai des notifications Facebook. Ensuite, je vais voir sur Instagram un petit peu ce qui se passe. Puis, s'il n'y a rien, je vais voir mes mails quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, bon, je fais un petit tour de tout ça, puis après, je vais me recoucher. Il me regarde, consterné, il me dit, mais ne cherchez plus la source de vos problèmes. Vous la connaissez désormais, il faut arrêter tout ça. Bref, je sors de ce rendez-vous, je me suis dit, peut-être qu'il a raison, peut-être que ce n'est pas tout à fait normal. Mais je commence à me renseigner et je m'aperçois de quoi? C'est que d'abord, ce que je vis là, ce que je vous ai décrit, ça a un nom. Ça s'appelle le veilleur sentinelle ou le syndrome du veilleur sentinelle. C'est-à-dire la personne qui vit avec son téléphone portable allumé près de son lit et qui, en demi-sommeil ou carrément en se levant ou pas, eh bien, va consulter son téléphone portable. Donc, un, je ne me sens pas seul. Et deux, non seulement je ne me sens pas seul, mais je me rends compte que lors des sondages qui sont faits à droite ou à gauche, 41% des Français, ce qui veut dire que dans cette salle, il y en a, à un moment donné, consultent leur téléphone portable la nuit. Donc, moi, je travaillais dans l'univers numérique depuis longtemps, j'avais développé des sites internet, j'y reviendrai tout à l'heure, j'étais un des premiers enthousiastes de la révolution numérique, je le suis toujours d'ailleurs. J'étais vraiment totalement à transformer le monde pour que ça devienne lemonde.fr, que Arte devienne arte.tv. J'ai cru, et on en reparlera, je crois toujours à l'utopie numérique, l'économie du partage, l'intelligence collective, tout ce genre de choses, et je me suis dit quand même, là, il y a un truc qui se passe. C'est pas tout à fait sain ce qui nous arrive. Et donc, c'est petit à petit, en réfléchissant et surtout en travaillant là-dessus, que manifestement, je me suis dit,
peut-être que c'est un sujet. Alors, la civilisation du poisson rouge, c'est sorti, je l'ai écrit en 2018, c'est sorti en 2019. Depuis, c'est devenu, pas à cause du livre, hein, mais le livre a été peut-être en avance de phase ou au bon moment, peu importe. Mais je pense que s'il a été un succès, c'est parce qu'il a mis des mots, comme on dit, sur un ressenti qui était général. Donc, je ne me prends pas du tout pour un prophète. Je pense juste qu'à un moment donné, vous avez de la chance ou pas, vous mettez des mots alors que le ressenti est général et que le succès du livre s'explique parce que les gens se disent « mais oui, mais évidemment ». C'est bien ce qu'on vit. Et depuis, il y a eu d'autres livres, etc. Et alors, je citais dans ce livre, je vous rassure, je ne vais pas vous parler du livre tout le temps, ce petit truc que j'avais vu à un moment donné sur un réseau social, évidemment, parce qu'on ne se refait pas. Et la légende de cette photo, alors vous voyez, tout le monde regarde son téléphone portable sur un quai de métro ou de RER. Il y a une personne, entourée en rouge, qui a l'air de regarder devant lui. Et la légende de cette photo, c'était « mais qu'est-ce qui lui arrive à ce gars? Il est bizarre. » Et je me suis dit, à quel moment, qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on considère que la personne, si j'ose dire, au comportement étrange dans cette photo, c'est justement la personne qui regarde devant elle et qui n'a pas la nuque baissée sur son téléphone portable. Donc notre vie, elle est devenue évidemment ça. Alors, je ne vais pas vous parler des chiffres, ça ne sert à rien. Le fait de dire qu'on passe en moyenne aujourd'hui 7 heures sur écran, quand on est les plus jeunes, qu'on passe en moyenne 3 heures, 3 heures et demie sur les réseaux sociaux quand on est abonné à des réseaux sociaux, que ce temps ne cesse d'augmenter. En juillet 2021, il y a eu un sondage fait, je crois que c'est par Ipsos en France, où on demandait aux Français s'ils se sentaient dépendants de leur téléphone portable. Et donc, le chiffre, alors je vais le dire pour être sûr de ne pas me tromper, le chiffre, c'était 74% des Français se considèrent comme dépendants de leur téléphone portable, 23% totalement dépendants. Alors, dépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ceux d'entre vous, entre nous, moi je suis clairement dépendant. Hein. Donc, pour être très franc, pour écrire ce livre, comme j'ai dit souvent, il faut être soit docteur, soit malade. Je ne suis pas docteur. Donc, clairement, si vous voulez, le sujet, c'est de dire la dépendance, c'est quoi? On a beau dire j'arrête quand je veux, en fait, on n'arrête pas quand on veut. Donc, vous faites une réunion, vous dites aux gens posez votre portable, ils sont nerveux et pris de tremblement. Vous dites à vos enfants ou à vous-même d'ailleurs, on peut peut-être déjeuner sans téléphone portable, et là vous sentez qu'il y a une tension qui apparaît. Vous êtes au cinéma, vous demandez à votre voisin d'éteindre son portable parce que quand même c'est pas mal de voir le film. Voilà. Pour ne pas dire ce que vous connaissez, les chiffres touchants, où on voit un couple déjeuner ensemble et chacun a l'œil rivé sur son portable. On connaît tous ça. La statistique dans les chiffres qui m'amuse beaucoup, parce qu'on va quand même aussi un peu sourire aujourd'hui, j'espère, il y a un sondage complètement dingue qui est paru dans Elle il y a 2 ans, 1 an et demi, pardon. Alors vous savez, les casques connectés, les AirPods ou ailleurs, et je vous promets que ce chiffre est vrai, 68% des gens qui ont des AirPods les gardent au moment de faire l'amour. Ah, vous voyez, ça veut dire quelque chose, la dépendance, quand même. Donc, le sondage, alors d'abord, je me suis vraiment posé la question de dans quelle société de sondage il y a quelqu'un, une personne, femme ou homme, assez tordu pour se dire il faut que je pose cette question dans un sondage. Déjà, vous avez des AirPods, est-ce que vous les gardez ou pas? Déjà, faut que la personne soit concernée d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que son conjoint ou sa conjointe garde les AirPods à ce moment-là, mais je me suis dit quand même, c'est un moment assez particulier où on se dit, voilà, même dans ces moments-là, il faut garder le lien avec ce qui se passe. Autre chiffre que j'aime beaucoup donner, pardon, je vais essayer d'être court, mais après tout, on n'est pas forcé de tout faire, on va vous dire ça. Quand j'ai commencé à faire du numérique au monde.fr, il y a longtemps, je me souviens de la première personne qui nous apporte la solution pour faire des alertes. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone, mais il y avait des téléphones portables déjà. Vous savez, les Nokia qui s'ouvrent, les trucs comme ça. Et certains d'entre vous en ont peut-être encore. Non, ce n'est pas une critique par rapport à... Non. Il y a un grand retour de ce qu'on appelle le dumb phone, c'est-à-dire le phone idiot, le téléphone idiot, parce qu'on en parlera dans le redonnement des solutions. Il y a des gens qui disent, bon, c'est fini ce truc, je reviens au bon vieux téléphone portable. Ma mère, elle a une autre solution, c'est qu'elle pose le téléphone portable près du téléphone fixe dans l'entrée.
Parce qu'elle me dit, c'est le lieu du téléphone portable. Donc je lui dis, mais je ne peux pas te contacter. Elle me dit, je laisse le téléphone avec le téléphone. Je ferme la parenthèse. Mais je ne sais plus pourquoi je veux parler de ça. Mais, non, c'est ça, c'est une très bonne solution. Mais juste pour avancer un peu dans notre discussion, je me souviens très bien de la première fois que quelqu'un vient me voir, un technicien, pour me dire, on a la technologie pour faire des alertes. Vous savez, le truc, on vous alerte, on vous dit, il se passe quelque chose. Il me dit, voilà, c'est simple. À l'époque, on n'appelait pas ça des SMS, mais des textos. Voilà, donc par texto, on va pouvoir faire des alertes. Et il me dit, attention, moi je dirigeais non pas Le Monde, mais le site du monde.fr, le Monde interactif. Et donc il me dit, attention, 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 on a fait des tests utilisateurs. Franchement, il ne faut pas que les gens reçoivent plus d'une alerte par semaine. Parce que plus d'une alerte par semaine, ils vont se lasser et ils vont vous trouver intrusif dans leur vie. Donc, évidemment, vous êtes Le Monde, on va vendre la solution au Figaro, à Libé, enfin à tous les autres. Donc, mettez-vous d'accord entre journaux, chacun à sa semaine, quoi. Parce que c'est une alerte pour tout le monde. Aujourd'hui, la moyenne, c'est plus de 50 alertes par jour. Et on est passé du moment où on avait des alertes, attention, il se passe quelque chose, c'est très important, attentat au World Trade Center ou je ne sais où, à l'alerte qui vous dit, en fait, il ne se passe rien. C'est ça, l'alerte. Discussion entre le Premier ministre et entre la Première ministre et les syndicats, il ne s'est rien passé, pas d'accord. Ok, donc j'ai une alerte pour me dire, il n'y a rien en fait, il n'y a pas d'alerte. Ok, donc il n'y a rien à savoir, ou l'alerte sur un article totalement froid dans un journal, on vous dit, tiens, la pisciculture en France, les derniers chiffres. Bon, ok, très bien. Bref, tout ça pour vous dire que notre vie, elle est devenue comme ça. Alors, il y a des pathologies qui ont été à un moment donné référencées par des instituts dont je donne le nom d'ailleurs dans les livres. Alors, les pathologies par rapport à notre portable, il y en a 4 en général qui sont citées. Il y a ce qu'on appelle le syndrome d'anxiété. Alors, le syndrome d'anxiété, bizarrement, c'est le besoin absolu d'étaler sa vie à tout moment. Je suis au restaurant, je prends en photo le plat que je mange. C'est hyper important. Je suis à l'INSEAD, ce que je fais tout à l'heure, je prends une photo de l'amphi à l'INSEAD et je dis, je fais une conférence à l'INSEAD. Enfin, vous êtes là, vous vous en fichez pas, tant mieux, mais les gens qui me suivent sur Instagram s'en fichent totalement et royalement, mais je le fais quand même. Évidemment, ça va jusqu'à l'accident de selfie, la personne qui meurt en voulant se prendre en selfie à un moment donné près d'un ravin et qui tombe, la personne, non mais c'est des histoires vraies, la personne qui se noie à un moment donné parce qu'elle voulait montrer, etc., etc. Ce besoin absolument permanent de se montrer. Deuxième syndrome référencé par les instituts, ce qu'on appelle la schizophrénie de profil. J'ai plusieurs profils, je ne sais plus quelle est vraiment ma vraie personnalité entre ce que j'affiche, la vie sous filtre, la vie rêvée et ma vie réelle. Alors, un autre, c'est l'atasagoraphobie. J'aime beaucoup dire celui-là. Donc, l'atasagoraphobie, c'est la peur de ne plus être suivi. Donc, je regarde à tout moment combien j'ai de likes. J'ai posté une photo, j'ai que 4 likes. On m'aime plus, ça va pas du tout, vous voyez, vous le dites vous-même. J'ai tweeté quelque chose, combien j'ai eu de retweets 2, un flop. Donc, j'ai ce syndrome absolu de ne pas être suivi. Et le quatrième étant l'assombrissement, qui touche beaucoup de monde quand même, et notamment les plus jeunes, c'est l'obsession que vous avez de suivre l'activité de certaines personnes en ligne. Que ces personnes soient vos ex, comme on dit, que ce soit vos amis, que ce soit des concurrents ou autres, vous passez votre temps en fait à les poursuivre en ligne. Tout ça, c'est rapidement dit sur nos pathologies. Évidemment, le Covid n'a rien aidé à tout ça. Le temps d'écran des adolescents sous Covid a augmenté de 70% et des 6-10 ans de 60%. Alors, il ne faut pas être, je vous l'ai dit en introduction, je ne suis pas du tout technophobe. J'adore le numérique et j'adore les écrans. Donc, je ne suis pas venu vous dire tout ça, c'est mal, mais donner quelques pistes d'explication et peut-être de solutions, parce que c'est ça qui est intéressant. Le Covid, d'ailleurs, nous montre l'ambiguïté du truc, parce qu'en fait, les écrans nous ont quand même sauvé la mise. C'est ce qu'ils ont fait que, entre guillemets, notre confinement n'a pas été une réclusion. C'est-à-dire, on a été confinés chez nous, mais on a pu, pour certains, continuer à travailler, pour d'autres, continuer à étudier, pour beaucoup d'entre nous, continuer à socialiser, avoir une vie de famille, même quand les enfants ou les petits-enfants ne vivaient pas avec nous, continuer à avoir une vie amicale, continuer à avoir beaucoup d'activités, avoir des docteurs en ligne, etc. Donc la connexion et les écrans
nous ont absolument sauvé la mise. Donc c'est de ça dont on va un peu parler ce soir, dont je parle déjà un peu, c'est se dire attention, à aucun moment je dis il faut oublier, il faut revenir, on oublie le numérique d'abord, c'est pas possible. De la même façon que, alors il y avait des gens au début du XXe siècle en France qui disaient n'industrialisons pas trop, mais c'était trop tard. La société industrielle, elle était là, donc il fallait plutôt se poser la question de quelle société industrielle voulons-nous. Et donc, c'est de ça dont je vais parler. De quelle société numérique voulons-nous? Pas du tout. Il faut rejeter la technologie parce que le numérique a encore des promesses. Alors, un tout petit peu d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement. Alors, un petit peu d'histoire, là, c'est un peu pompeux pour le dire ça, mais ce qui, moi, m'a intéressé, puisque ça fait 20 ans, 22 ans que je fais du numérique, et je vous ai montré tout à l'heure les livres que j'ai pu écrire, c'est qu'on a toujours une sorte de temps de retard pour essayer, et moi le premier, évidemment, d'analyser le changement induit par le numérique. Au tout début, on va dire du numérique grand public, au tout début de l'Internet grand public, je dis ça, on est le navigateur grand public qui s'appelle Netscape se crée en 94, les premiers sites Internet grand public, Yahoo, etc., c'est 95, 96, donc c'est pas si vieux. Hein. Et on va dire que le numérique grand public s'installe très, très, très fortement en France. Et en 2003, on bascule avec le haut débit, c'est-à-dire en fait la possibilité de se connecter en permanence sans payer à la minute. Donc on abandonne toute référence, je ne dis pas technologique, parce que ça, dès le début, ça n'était pas le cas, mais toute référence psychologique au Minitel. Désormais, on peut à un moment donné... Et donc, à chaque fois, on a un temps de retard pour dater la rupture. Au tout début, moi je faisais déjà du numérique à la fin des années 90, on nous dit, bon, au tout début, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un nouvel outil de distribution technologique et les gens qui se pensent en avance, dont moi, j'ai dit qu'ils se pensent, disent, c'est pas un outil de distribution, c'est un nouveau média. Donc, en fait, c'est pas un truc qui arrive tout neuf après le Minitel, mais c'est une rupture, de la même façon qu'on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, il y a non pas l'invention, mais la généralisation de la télévision. Ben voilà, 1996, 2000, c'est l'invention d'un nouveau média, et c'est un média. Okay. Et puis, donc, la rupture, c'est un premier truc depuis, on va dire, allez, 1950. Et puis petit à petit, on se rend compte, les réseaux sociaux, la socialisation, etc. Et les gens disent, non, c'est pas un nouveau média. Ce qui est en train de se créer avec la société de la data, Manuel Castells, etc., c'est, il y avait la société industrielle. Raymond Aron, à un moment donné, a écrit là-dessus, la société industrielle, la civilisation industrielle. Après, libéralisme, marxisme, les deux facettes de la société industrielle en termes idéologiques. Eh ben, c'est la fin de la société industrielle. On arrive dans la société, alors qu'on l'appelle des data, digital, numérique, peu importe, prenez. Mais donc, la rupture là, c'est la fin du 19e siècle. Société industrielle qui se généralise en 1870 par là. Et puis, ben voilà, on est donc là, la rupture, elle est un siècle et 20 ans, 120 ans. Donc, on n'est pas 40 ans en arrière, mais 120 ans en arrière. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, on vous dit non, il y a un changement anthropologique qui se passe aussi, et donc la rupture, c'est pas 120 ans en arrière. Là, on bascule en 1455 avec l'invention de l'imprimerie, c'est Gutenberg et autres, et donc il faut voir la rupture, c'est plusieurs siècles en arrière, et donc effectivement, il y a eu le 15e siècle. Les impacts vraiment de l'invention de l'imprimerie, c'est le 16e, enfin le 15e siècle, et en fait, ben voilà, le fin du 20e, début du 21e siècle, c'est une nouvelle un nouveau moment par rapport à ça, parce que c'est des changements anthropologiques, de société, sans doute à un moment donné de typologie de pouvoir politique, d'organisation sociale ou autre. Okay. Et vous avez même les transhumanistes aujourd'hui qui vous disent non, 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 pas du tout, il faut remonter à Sapiens. En fait, on est en train de créer un nouvel homme, donc la rupture, c'est pas 1455, mais... Là, alors là, on plonge dans le moment où Néandertal et Sapiens se séparent, se séparent, en tout cas, c'est les deux branches, Néandertal père, et donc là, voilà, c'est après Sapiens, on n'y est pas encore, dans le rêve, c'est tout ça. Donc on est toujours en train de se dire de quoi on parle, on a l'impression que la rupture est tellement importante qu'on la minimise tout le temps et qu'on n'arrête pas de déplacer le curseur de la rupture. Moi, je n'ai pas de réponse. Évidemment, je n'ai pas de réponse, je pense
à minima, qui est évidemment sur un grand nombre d'aspects, on est effectivement dans une société post-industrielle, mais que les changements anthropologiques font que quand même, on est dans un moment qu'on peut dire, oui, ben, il y a une rupture à peu près équivalente à Gutenberg. Et alors, ce point-là, ça me permet de dire, parce que ça va me permettre d'enclencher sur autre chose, c'est qu'il y a un... Bon, je perds un peu le film, enfin, c'est pas grave. Il y a enfin, c'est moi qui dis que c'est pas grave, mais si ça se trouve, c'est grave. Mais il y a un peu de... Je vais quand même tenir le délai, je vous rassure. Il y a un livre très, très intéressant qui est paru bien avant l'Internet d'une chercheuse américaine qui s'appelle Elizabeth Eisenstein, qui a publié en 1979, alors une somme à l'américaine, 2000 pages écrites en minuscules, etc., sur laquelle elle a consacré 30 ans de sa vie, sur l'invention de l'imprimerie. Et elle passe énormément de temps à étudier les 50 ans qui suivent l'invention de l'imprimerie. Parce que moi, à l'école, on m'a appris, et j'enseigne à mes étudiants aujourd'hui toujours, à quel point l'imprimerie, c'est extraordinaire. C'est la généralisation du savoir, sa diffusion. Donc ça prépare les Lumières, ça prépare la démocratie moderne, ça prépare tout ça. Et vous savez quoi? C'est vrai, évidemment. C'est pour ça souvent que ça a beau avoir été inventé en 1455 ou 54, on parle du XVIe siècle. On dit voilà, ça arrive, on voit bien comment la généralisation du savoir, la science, la réflexion scientifique, enfin tout ce que vous connaissez, les grandes inventions, enfin une autre étape dans l'humanité qui est tout à fait réelle. Elle s'intéresse, elle se dit, mais ok, tout ça c'est juste. Et d'ailleurs, elle le lit, elle l'écrit sur les 500 premières pages. Mais après, elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé les premières années? Et les premières années, c'est un chaos absolu. Les premières années, c'est un chaos absolu et total. On imprime à tout va. Il n'y a aucune différence entre imprimeur, éditeur, auteur, écrivain. Les mecs qui ont des outils les utilisent pour imprimer n'importe quoi. Ça va donner la crise des libelles en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, pardon, en France ou ailleurs. Jamais la désinformation n'a été aussi forte, dans tous les sens. Ça provoque des mouvements sociaux d'une extraordinaire violence. C'est un souk absolu, pardon. La cléricature s'effondre, toutes les cléricatures, le clergé évidemment, mais les autres, s'effondrent. On n'est pas du tout encore dans l'université rayonnante, etc., le savoir. Tout circule dans tous les sens. Le faux, le vrai, tout. Et donc c'est à la fois rassurant et c'est éclairant. C'est qu'on se dit, tiens, quand un nouveau système arrive, de toute façon, ça provoque un tel effet de Big Bang que forcément, il faut un temps à un moment donné pour créer quelque chose. Et la deuxième réponse que ça donne, c'est que ça ne se fait pas automatiquement quand elle écrit ça. Ça ne se stabilise pas naturellement. Les hommes et les femmes ont tout pouvoir de décider de ce qu'ils vont faire de ce Big Bang, d'aller vers un endroit ou d'aller vers l'autre endroit. Il n'y a pas de déterminisme à la technologie pour l'invention de l'imprimerie. Ça aurait pu donner bien d'autres choses que les Lumières, la démocratie moderne, etc. Comme l'ont montré les premières années, ça a donné ça parce qu'à un moment donné, hélas aussi en récurrent, enfin, la guerre, les affrontements, les luttes, etc., mais ça a donné ça. Et donc, ça, pour moi, la leçon importante, avant que je continue, c'est de se dire, bon, bah d'accord, après un tel changement, au minimum anthropologique, donc peut-être 1455, il y a forcément un moment où les choses sont en jeu et se jouent, et ça n'est pas déterminé par la technologie, mais ça dépend d'une certaine façon de nous, de la façon de nous, j'allais dire, au niveau organisation politique, sociale, individuelle, etc., de ce qu'on va en faire. Et peut-être qu'on est dans ce moment-là. Et évidemment, si je vous parle de tout ça, c'est que je pense qu'on est dans ce moment-là. Alors, rapidement, la grande bascule dont je vais parler là, ce n'est pas la bascule anthropologique avec l'arrivée du numérique, mais je reviens sur mes histoires de dépendance et de portable et des enfants qui sont à table en train de regarder leur portable en permanence, et y compris les parents d'ailleurs. Comme le dirait ma fille cadette, le père qui est sur son portable et qui dit à sa fille « Arrête de regarder ton portable quand on mange, s'il te plaît ». Elle dit « Mais toi, tu le regardes bien, mais oui, mais moi, c'est important, tu comprends, etc. » Alors qu'en fait, vous êtes sur Twitter et que ce n'est pas du tout important. Et même si c'est important, ça peut peut-être attendre. Donc, la bascule dont on parle là, c'est une bascule en réalité de connexion permanente. Et il y a une année, dans ce dont on va parler, dont je vais continuer à parler dans la demi-heure qui nous reste, toute cette dépendance et autres dont on va parler, c'est une bascule qui n'a pas lieu avec la généralisation de l'Internet,
mais en 2006-2007. L'Internet grand public, quand il se crée, il arrive, poussé par la matrice idéologique, d'un truc très très bizarre. On n'a pas le temps ici de faire de l'histoire de la Silicon Valley, mais c'est très intéressant l'histoire de la Silicon Valley, parce que c'est à la fois l'héritage de l'économie de guerre américaine. Si la Silicon Valley se crée, c'est parce qu'à un moment donné, il y a Pearl Harbor, donc il faut déplacer le front de guerre américain sur la côte Pacifique, et donc il faut créer des semi-conducteurs sur le Pacifique parce qu'on construit des avions. Donc Stanford, donc tout ça, donc on rase des champs d'abricots, parce que la Silicon Valley, c'était les pamplemousses et les abricots, et donc on met à la place tout ça, ok. Les fils grandissent aussi. Il y a les hippies pas loin à San Francisco, il y a la Beat Generation en Californie, et il y a les libertaires. Et donc ça se crée à ce moment-là avec cette idée particulière que certains d'entre vous savent peut-être qu'il y a eu une déclaration d'indépendance du cyberespace qui a été écrite en 1996 par quelqu'un qui s'appelait John Perry Barlow. Et à l'époque, ceux qui faisaient du numérique à l'époque prenaient ça très très au sérieux. Et en gros, cette déclaration d'indépendance du cyberespace, elle disait 3 choses. Internet, ça n'est pas une technologie, c'est une terre promise, si j'ose dire, ou un nouveau territoire qui se crée. Ce nouveau territoire, c'est le territoire de l'intelligence partagée. Le rédacteur John Perry Barlow, tout en étant libertaire, donc politiquement, c'est compliqué les libertariens, parce que c'est pas d'État, donc ça veut dire pas de régulation. Donc, est-ce que c'est pas de régulation dans une communauté pacifique ou pas de régulation du lion face à la gazelle, comme on dit? Ben, ça, les 2 conséquences sont présentes. Mais Perry Barlow était aussi très, très fortement inspiré par Teilhard de Chardin et la noosphère. Et donc, était absolument convaincu que le fait de partager de l'information, vous et moi, dans le numérique, de partager le savoir, de partager tout ça de façon gratuite, crée la noosphère de Teilhard de Chardin, c'est-à-dire la mise en réseau des consciences humaines qui donnait une conscience universelle. Oui, je sais, quand on dit ça en 2022, on se dit il avait pris des substances sans doute très fortes, hein, mais croyez-moi, pour avoir fait du numérique en 1998 ou 19, on y croyait. Ça s'appelait la sagesse des foules, l'intelligence collective, tous ces mots-là. On ne parlait pas de noosphère quand même entre nous, mais c'était ça. C'était tout le savoir partagé du monde, toute l'information partagée, toute la connaissance, bah, ça va forcément créer une humanité beaucoup plus sage. Alors après, je n'ai pas le temps ici de revenir sur les racines philosophiques de ça, de ce qu'on appelle le marché libre des idées, etc. On revient chez Thomas Jefferson ou même Milton avant, etc. Mais c'est cette idée-là. On met en commun, et quand vous voyez un film comme Avatar, si vous vous en souvenez, et qui ressort bientôt au cinéma, tous ces êtres qui sont en réseau bleu et qui parlent, voilà, c'est cette idée. L'humanité en réseau, c'est une humanité meilleure. Parce que nos consciences s'aident les unes les autres, nos sagesses grandissent les unes avec les autres, et nos savoirs se nourrissent les uns des autres. Ce qui est vrai, hein, quand vous mettez des scientifiques en réseau, le savoir augmente à beaucoup plus vite et se crée beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il faut ne pas jeter le bébé numérique avec l'eau du bain. C'est voilà, la mise en réseau du savoir, de l'information dans mon métier ou autre, ça produit des choses incroyables. Et par ailleurs, le deuxième volet de la déclaration du cyberespace, c'était l'économie du partage. Le réseau permet l'économie du partage. C'est extraordinaire. Ça permet à un moment donné à la fois une allocation des ressources, de ne plus être sur une idée de possession immédiate. C'est pour ça que souvent, quand on parle de piratage, les gens ne se comprennent pas. Parce que pour les idéalistes, c'est du partage. On partage. Si je vous partage mon fichier, ben, je l'ai toujours, vous l'avez aussi. Donc c'est pareil que du partage du savoir. Si je vous donne mon pain et que je ne l'ai plus, vous l'avez. Bon. Mais l'économie du partage, par la copie ou autre, permettait effectivement le fait d'avoir cette économie-là. Et donc, tout d'un coup, si vous voulez, il y a cet idéalisme-là très fort qui passe par une absence totale de régulation. Donc la déclaration d'indépendance du cyberespace à l'époque, c'est de dire ne venez pas mettre vous les États, ne venez pas mettre votre nez chez nous. Laissez-nous faire, on crée une nouvelle humanité. Je sais qu'en 2022, on a du mal à dire ça, mais je vous garantis, si vous relisez les journaux, les déclarations des uns et des autres, les livres, les romans, les films faits à l'époque, il y a cette projection-là. Entre 1995, on va dire, et 2006, 2007,
Il y a cet idéal-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Il s'est passé en fait, allez, 2 ou 3 choses concomitantes. La première, c'est que les sociétés, les grands services Internet qui se sont créés, à un moment ou un autre, Google, puis Facebook qui s'est créé un an avant ou autre, etc., doivent se financer et trouver un modèle économique. Donc on leur dit, c'est bien beau, mais maintenant, vous rentrez en bourse, hein, et donc trouvez un modèle économique. Essayez à un moment ou un autre de savoir comment vous allez vous financer. La deuxième chose beaucoup plus importante, c'est Steve Jobs invente l'iPhone. Alors pour ceux d'entre vous qui iront voir les vidéos de création de l'iPhone, aujourd'hui on a tout ça ou un Samsung ou autre en poche, mais à l'époque, il fait une comment dire, une keynote comme on dit, et il dit voilà, Apple va créer un téléphone. Tout le monde fait waouh, etc. Là, bravo, un téléphone Apple. Okay. Par ailleurs, on a décidé aussi de créer, en avancée de phase, un espèce d'écran tactile dans lequel on va mettre tout votre divertissement. Ok, super. Et troisièmement, on crée en fait, ce qui avait l'air de rien, mais une interface Internet qui va vous permettre d'être connecté même quand vous êtes en mobilité. Parce que rappelez-vous quand même autrefois, hein, Internet, il fallait brancher le modem, etc. Il fallait avoir la prise Wi-Fi, etc. Bon. Et il n'y avait pas beaucoup de Wi-Fi à l'époque. Bon. Là, lui, il dit, on va pouvoir avoir de l'Internet en mobilité en utilisant les réseaux. Je ne rentre pas dans la... On va calculer les différents types de réseaux. Et il dit, et tout ça, ça sera un seul outil. Et en faisant ça, il invente juste une seule chose, c'est la connexion permanente. C'est-à-dire le fait de, sans le savoir ou en le sachant, le fait qu'à un moment donné, nous étions connectés avant à la minute ou à l'heure, avant 2003. On payait des forfaits, rappelez-vous, Club Internet, AOL, tout ça. Hein, on payait à la minute. Quand je dis ça à mes étudiants, ils me regardent comme si j'avais 1000 ans. Et je vous assure, ils me disent, ouais, très, 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 très vieux. Rappelez-vous, après, on branchait le câble Ethernet chez nous, avec un adaptateur téléphone ou autre, même quand on avait, une connexion haut débit, comme on disait, avec la DSL. Et quant au téléphone, je sais bien que tout le monde me dit, mais attends, avant le smartphone, on se connectait, il ne faut pas rigoler. Il y avait le WAP. Qui d'entre vous a utilisé le WAP plus d'une fois, s'entend? Voilà, on baisse le bras après plus d'une fois, parce qu'on utilisait une fois ou 2 fois le WAP, et on se disait, mais ça sert vraiment à rien, ce truc. Bon, donc, oui, théoriquement, les téléphones pouvaient se connecter sur Internet, mais en réalité, non. Et là, il invente la connexion permanente, c'est-à-dire que tout d'un coup, si vous laissez ça allumer 24 heures sur 24, eh bien, vous êtes connecté 24 heures sur 24, où que vous soyez. Et pour ceux d'entre vous, dont moi, qui ont des enfants jeunes, vous les emmenez en vacances, la première question, c'est est-ce qu'il y aura du réseau? Qu'il n'y ait pas d'eau potable, d'accord, pas d'électricité, on peut en parler, enfin, tout ce que tu veux, qu'il n'y ait aucune activité à faire, mais s'il n'y a pas de réseau, on ne vient pas. Même si c'est un truc 5 étoiles sur une île paradisiaque extraordinaire, on ne viendra pas. Donc, il invente la connexion permanente. Et la troisième invention la même année, ou la troisième chose qui arrive la même année, c'est l'invention des réseaux sociaux. Twitter, Facebook, etc., c'est le même moment. Donc, vous avez un besoin de financement des grands géants de l'Internet, c'est-à-dire c'est plus le moment, or on l'a connu ça, hein. Avant 99 et l'éclatement de la première bulle, vous valorisiez toutes vos sociétés, il n'y avait pas de modèle d'affaires, c'était pas grave. On créait de la part de marché. Entre les deux, moi je l'ai connu aussi, hein, j'étais à la tête du monde interactif à l'époque, on se disait l'important, c'est le nombre de connexions, on verra ensuite ce qui se passe. En 2006-2007, désormais il faut rendre des comptes sur les plans d'affaires. Donc vous avez cette nécessité pour une société privée ou des sociétés privées de gagner leur vie, la connexion permanente, et 3, les réseaux sociaux, je rends des services en mettant les gens ensemble. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, il va se passer que, ils vont, alors là je vais un peu détruire ma présentation, mais il va se passer que, en fait, je vais aller un peu, je me ferai après, il va se passer 2 choses.
les grandes plateformes vont hésiter très fortement sur le modèle économique qui est le leur. Et la plupart d'entre elles vont choisir, parce qu'elles sont fascinées par les médias à l'époque, le modèle publicitaire. Elles vont se dire, on va se financer grâce à la publicité. Ce n'était pas évident, mais globalement, le choix a été fait en raison de ce qu'on appelle l'utilité du réseau. Ils se sont dit, pour avoir le maximum d'utilisateurs possible, si je commence à payer, à faire sur abonnement, et à l'époque, croyez-moi, en 2006, on ne donne pas sa carte bleue comme ça, les interfaces ne sont pas simples, etc. Je n'aurai pas d'utilisateurs, donc modèle publicitaire. Ils choisissent le modèle publicitaire, il y a la connexion permanente, donc la capacité à être de plus en plus, j'allais dire, la publicité c'est quoi? C'est Patrick Lelay, le patron de TF1, qui l'a dit autrefois, c'est du temps de cerveau disponible. Mais la publicité sur TF1 ou sur RTL ou sur Facebook, c'est la même chose. La publicité, c'est j'attire votre attention pour vous exposer un message publicitaire. C'est aussi simple que ça. Donc ils font ça. Mais ils se disent, tiens, c'est quand même marrant, on a deux avantages sur la télé ou la radio. On a un premier avantage que je vous ai dit, c'est-à-dire la connexion permanente. C'est-à-dire nos cibles publicitaires, on peut les avoir pendant 24 heures sur 24 si jamais ils n'éteignent pas leur téléphone. Quand ils dînent en famille, quand ils déjeunent en famille, quand ils sont au restaurant, quand ils sont en couple, quand ils travaillent. Qui d'entre vous, aujourd'hui, fait des réunions au travail où personne ne regarde le portable? Ça n'existe quasiment pas. Et pour ceux qui enseignent, vous le savez, faire poser le téléphone portable aux étudiants, alors ils le posent, ils ouvrent le desktop sur lequel il y a tout ce qu'il faut pour rester en connexion, mais c'est la même chose. Donc vous avez une connexion, je vous rassure moi aussi, hein, donc je ne culpabilise personne, vous avez une connexion permanente. Contrairement à la télé, où vous êtes devant votre meuble de télévision, devant votre téléviseur, 3 heures, 3h30 par jour en moyenne. Le poste de radio, vous êtes devant votre poste de radio en voiture ou ailleurs. Là, si vous êtes un peu malin, votre marché, c'est les 24 heures disponibles dans la vie d'une personne, moins les heures de sommeil. Et on a vu, y compris dans mon cas, que quelquefois, on peut même aller dans les heures de sommeil. Le deuxième avantage qui est beaucoup plus grand, c'est qu'en fait, un média de masse, d'un point de vue publicitaire, est un média à moitié aveugle. On dit souvent cette anecdote d'un fameux publicitaire américain qui disait « Quand je dépense 100 $ en publicité, je sais que j'en jette 50 par la fenêtre qui ne servent à rien, mais je ne sais pas lesquels. » Parce que quand vous avez un média, peu importe, vous savez à peu près à qui vous vous adressez. Grâce à des sondages ou autres, quelle est la catégorie d'âge, à peu près comment ça ressemble, et puis c'est pas très précis. Donc c'est un artilleur borgne, quoi, le média de masse. Donc il a à peu près sa cible publicitaire et on calcule les répétitions sur cible ou autre. Là, les gars se disent, mais attends, nous, on a des moyens d'avoir de la donnée utilisateur. On a des moyens non pas d'être un artilleur à l'aveugle, mais on a des moyens d'avoir très très fortement une connaissance extraordinairement précise, non seulement de qui sont chacun de mes utilisateurs, et surtout la façon dont ils se comportent. Alors vous avez peut-être entendu parler d'une autrice, comme on dit aujourd'hui, américaine, qui s'appelle Shoshana Zuboff, et qui a, il y a 2 ans, sorti un livre qui s'appelait Le capitalisme de surveillance. Sa thèse, qui est très dérivée des écrits de Marx sur la plus-value, hein, je parle de Marx du Capital, qui était de dire ce qui est très intéressant et inquiétant dans les grandes plateformes numériques, c'est qu'elles vous prennent plus de données que les données nécessaires au métier qu'elles font. Et c'est vrai. Amazon, en théorie, qui travaille avec moi, enfin, travaille avec moi, je suis client Amazon, ça veut dire, hein, mais quand je suis client sur Amazon, en théorie, la seule chose que je devrais leur donner, c'est mon adresse postale. Peut-être un historique de mes achats pour qu'ils aient une idée. Or, ils vont évidemment aller beaucoup plus loin dans l'extraction de mes données personnelles pour connaître un profil le plus complet de qui je suis. Et avec leur service vidéo maintenant, ils savent énormément de choses sur mes goûts, etc. Facebook, c'est une machine à avoir des données individuelles sur les gens. Individuelles. Non seulement ses propres données, mais pendant très longtemps, ce qu'on appelait les données tiers. C'est-à-dire, elle arrivait à capter les données que vous donniez à d'autres sites
Par exemple, vous alliez sur Deliveroo, ils passaient un accord avec Deliveroo et donc ils recoupaient les profils et donc ils sont capables, souvent maintenant ils le font un peu différemment parce qu'il y a les scandales Cambridge Analytica et autres, de connaître les goûts culinaires de leurs clients, où ils sont, etc. D'où les surprises que vous pouviez avoir de temps en temps sur Instagram du groupe Facebook, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mais ça, c'est pas paranoïaque. Dernière chose, je sais pas, je regarde avec mon épouse sur son navigateur des modèles de lampes et brutalement sur mon fil Instagram arrivent des pubs pour des lampes. Bon, c'est pas du tout un hasard, c'est pas un complot mondial non plus, c'est juste un interfaçage de données. Hein, voilà, Facebook sait que je suis marié avec la personne avec qui je suis marié, c'est pas secret. Interface évidemment avec le navigateur les choix. Elle est sur un site commerçant, Castorama ou autre, ou pour acheter des lampes. Interface de données, hop, toc, toc, on propose sur Instagram. Voilà. Alors, on va dire, pas d'intrusion, certes, ok. Mais quand même, ce que je veux dire là, pour reprendre le terme de Shoshana Zuboff, c'est qu'on extrait plus de données que nécessaire. Et donc, c'est là où elle dit, il y a une sorte de plus-value en termes de données, c'est-à-dire on vous prend plus de données que nécessaire à ça. Pourquoi? Pour vendre de la publicité ciblée. Et juste pour finir avec ce chapitre-là, pour bien comprendre la suite du raisonnement, ce chapitre-là, c'est de dire juste, eh bien, à un moment donné, la publicité ciblée, devenant le cœur du modèle économique, il a été absolument nécessaire pour ces grandes plateformes-là d'extraire le plus possible de nos données individuelles et d'attirer le plus possible notre attention le plus longtemps possible. Juste ça qu'on dit, juste ça ce qui est fait. C'est pas un hasard si celle qui, non pas invente, mais va pousser la publicité ciblée chez Google et qui s'appelle Sheryl Sandberg, va rejoindre Facebook en 2007 pour industrialiser ce modèle-là de la publicité ciblée. Et donc, vous avez les données, vous extrayez de plus en plus de données. L'autre chose que vous allez faire là-dedans, c'est qu'après, vous allez essayer de développer des instruments pour capter le plus possible l'attention des gens. C'est-à-dire, ils restent de façon volontaire. Comment je peux faire en sorte... Ah ben, j'ai été en plus. Non. Comment je peux faire en sorte... Alors, ça, je reviendrai là. Donc là, je vous parle de cet aiguillage-là. Comment qu'on appelle l'économie de casino de l'aveu même d'un certain nombre de personnes ayant travaillé dans la Silicon Valley. Comment je peux faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible chez moi? Alors évidemment, en ayant les contenus les plus intéressants, etc. Mais ce qui est intéressant, ce monsieur-là, il s'appelle B.J. Fogg. C'est juste un exemple. Et encore une fois, je ne suis pas du tout adepte des théories du complot, du tout. Ce que je dis là est tout à fait public et autre, je l'ai écrit dans le livre. Et en plus de ça, vous pouvez tout aller vérifier. B.J. Fogg est un scientifique qui travaille à Stanford et qui a créé à Stanford, c'est juste pour donner l'exemple, un institut qu'on appelle de captologie. Et il explique très très bien ce qu'est la captologie pour lui. Il dit la captologie, c'est le mélange ou la rencontre des computer science, donc des sciences des ordinateurs, avec les neurosciences. Et donc, on utilise nos connaissances en neurosciences pour essayer de faire en sorte que les gens restent le plus possible sur leur ordinateur. J'insiste, je ne suis pas adepte des théories du complot, donc il ne s'agit pas de mettre des capteurs dans le nez ou des trucs comme ça. C'est extraordinairement simple, et ce sont des modèles bien simples. Je ne vais juste pas le développer, je le développe dans la civilisation du poisson rouge, mais juste un exemple. C'est pour ça que j'ai mis une image de casino tout à l'heure. Il utilise ce que les machines à sous utilisent depuis très très longtemps, c'est-à-dire les trouvailles, ou plutôt les recherches de quelqu'un qui s'appelait Burrus Frederick Skinner, qui est un chercheur qui a publié en 1930 et 1931 des thèses sur les récompenses aléatoires. Alors, qu'avait fait Skinner à l'époque? Dans la fameuse boîte de Skinner, qui est aussi connue que le chien de Pavlov, il avait mis une souris dans une boîte transparente avec un distributeur de nourriture. Premier scénario, à chaque fois que la souris appuie sur le bouton du distributeur de nourriture, une quantité de nourriture tombe, toujours la même. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? La souris devient maîtresse de l'instrument, elle appuie quand elle a faim. Et le reste du temps, elle va qu'à ses occupations.
Vous changez ensuite le système et vous faites en sorte que le distributeur de nourriture se comporte comme une machine à sous. Donc souvent, rien ne tombe. Parfois, il tombe énormément de nourriture et souvent, il en tombe un petit peu. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? La souris appuie en permanence sur le distributeur de nourriture, même quand elle a de la nourriture à ses pieds et qu'elle en a plein. Parce que son comportement vis-à-vis du distributeur de nourriture n'a plus rien à voir avec la faim qu'elle ressent ou pas, mais avec la dépendance qui s'est créée face à ce mécanisme qui s'appelle de récompense aléatoire. Voilà. Il y a des tas de vidéos où vous verrez ça, c'est très impressionnant. La machine à sous, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, vous gagnez, vous perdez, vous ne regardez même plus automatiquement parce que notre cerveau est ainsi fait que la récompense aléatoire, ça nous rend dépendants. Et on appuie en permanence sur ça, nous tous. Et donc, petit à petit, ce que certains, y compris la CNIL d'ailleurs, appellent le dark design, mais c'est simplement, c'est qu'un certain nombre de plateformes ont été structurées sur ce mécanisme de la récompense aléatoire, c'est-à-dire que vous remontez l'ensemble de votre fil TikTok, certains sauront de quoi je parle ici, vous montez vos Reels sur Instagram, votre newsfeed sur Facebook, etc. Paradoxalement, alors que ce sont des gens qui savent beaucoup sur vous, tout n'est pas toujours ultra satisfaisant pour vous parce que c'est fait pour. Il y a des fois, des choses n'ont aucun intérêt pour vous, d'autres fois on a intérêt, etc. Et c'est ça qui rend dépendant. C'est qu'on veut savoir ce qui se passe et ce mécanisme de récompense aléatoire. Après, je cite plein d'autres mécanismes, l'effet de complétude, etc. Mais tout ça pour dire, encore une fois, on n'est pas du tout dans... Il n'y a pas de complot extraterrestre. C'est juste qu'on utilise des connaissances des neurosciences pour faire en sorte qu'on soit de plus en plus dépendant, non pas à nos téléphones portables en tant que tels, mais aux interfaces de nos téléphones portables qui utilisent des connaissances pour ce faire. Et elles ne le font pas du tout d'un point de vue, dans une logique idéologique ou autre, elles le font juste dans une logique de vente d'un publicitaire. Et c'est la même chose, philosophiquement parlant, si j'ose dire, que des chaînes de télévision qui essayent de maximiser leur audience et qui donc utilisent d'autres choses, l'effet de surprise, la montée aux extrêmes à un moment donné ou autre, pour maximiser leurs audiences. Un animateur, à un moment donné, hurle, puis hurle 2 fois, puis 3 fois, et puis il met des nouilles dans le slip de son animateur, etc., parce qu'il en faut toujours plus pour attirer nos attentions, parce que petit à petit, on se lasse. Donc de la même façon que vous avez des effets d'audience dans les chaînes de télévision ou ailleurs, ou en radio, eh bien, sur le net, enfin dans ces grandes plateformes-là, vous avez des effets de dépendance par des mécanismes de neurosciences de récompense aléatoire. Alors très vite, parce qu'évidemment je suis 1000 fois trop bavard, ça veut dire quoi pour les réseaux sociaux qui sont les nôtres? Un réseau social, Twitter ou ailleurs, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est que, au-delà du mécanisme de dépendance qu'il arrive à engendrer, c'est quelque chose qui va rebousculer totalement notre univers médiatique, parce qu'en réalité, ça s'applique aussi à un instrument qui est très paradoxal, qu'on a du mal à comprendre. C'est un instrument qui, d'abord, un réseau social, l'univers numérique, l'espace médiatique numérique, il est plus linéaire, il y a plus, tout le monde le sait, il n'y a plus un émetteur et un récepteur, mais utilisateur moi-même, je peux viraliser un contenu, ne pas le viraliser, je peux le partager, je peux le publier, il peut être pris. Donc l'univers de l'information en général est devenu totalement circulaire. Ça, on l'a compris, c'est très bizarre, mais bon, pourquoi pas. Il y a autre chose que souvent on ne met pas assez en avant, c'est que par ailleurs, c'est un univers où tout est mélangé. Aujourd'hui, on est dans un amphithéâtre, dans un lieu d'enseignement, on a un code entre nous pour se parler. Une règle, ce que les Américains appelleraient un rule of speech, on va dire des règles de dialogue entre nous qui sont induites. Personne ne vous a dit ici les règles du dialogue, mais enfin, vous m'écoutez en ce moment, tout à l'heure je vous écouterai quand vous posez la question, on essaye d'être polis les uns avec les autres, etc. Si demain, nous-mêmes, on se retrouve, je ne sais pas, dans un bistrot, après, on n'aura peut-être pas le même type de conversation. Si on se retrouve, etc. On a tous appris depuis très très longtemps que les codes de conversation dépendent des lieux où nous sommes. Et des siècles de socialisation nous ont amenés là-dessus. Et du coup, ça a mis des silos sur les outils. Vous lisez Le Monde ou Le Figaro ou ailleurs,
vous êtes dans un univers qui est parfaitement référencé, c'est l'information avec un style d'information. Vous allez dans un meeting politique, on est sur autre chose, on est sur un meeting politique. Vous allez dans un spectacle de cabaret ou de café-théâtre, c'est un autre type de conversation et de contenu. Un réseau social, c'est un endroit où tout est mélangé. À la fois le journal, le café-théâtre, le bistrot, le meeting politique, même le gars un peu dingue dans la rue qui hurle comme quoi il a été enlevé par les extraterrestres, etc. Tout ça est mélangé. Tout ça est mélangé de façon absolument circulaire. Et si ce mélange-là, qui est, comment dire, ce mélange-là, circulaire, qui malaxe de l'information et tout type de messages, si vous ajoutez à cela ce dont on a parlé avant, c'est l'économie de l'attention, c'est-à-dire le fait de devoir attirer le plus possible l'attention des gens, alors vous avez la bombinette actuelle, la dépendance, on en a parlé, la bombinette actuelle sur laquelle nous vivons, qui est la polarisation. Et ça s'explique, la polarisation, c'est-à-dire qu'on se hurle dessus plutôt que de se parler, on se bat plutôt que de débattre. Et je vais expliquer ça en 30 secondes, il me reste 4 minutes, je dis ça pour qu'il n'y ait pas d'angoisse. Je dis, putain, il est parti pour 3 heures, là, etc. Et vous aussi, vous allez vous dire, oh là là, on n'est pas couché. Si, je vous rassure. Ça s'explique de façon extrêmement simple. Donc, j'ai un endroit où tout est mélangé. Où vous avez le gars ou la fille dehors, un peu dingue, qui est là en train de dire les extraterrestres m'ont enlevé, ou la Terre est plate, ou que sais-je. Un meeting politique, peu importe la couleur, on vous dit là, voilà. Vous avez le gars ou la fille qui rigole de tout et qui fait un sketch et qui se moque de tout au premier, deuxième, troisième degré. Puis vous avez le gars qui informe, l'information, etc. La personne qui essaye d'avoir de l'influence, le fan de je ne sais quoi, etc. Tout ça est mélangé. Le type ou la fille qui connaît rien et qui donne son avis sur un truc qu'il ne connaît pas, ou l'expert absolu qui pourrait être prix Nobel sur son domaine. Tout le monde est mélangé. Okay. Un miroir non déformant, un réseau social qui serait, comme je l'entends souvent, un miroir non déformant de là où s'il se passe, vous montrerez tout ça. Et puis après, les choses s'enclencheraient un peu suivant les poids des uns et des autres. Dans une idée utopiste telle qu'on mentionnait, qui est le marché libre des idées, si on était Thomas Jefferson, il vous dirait oui, mais non pas la mauvaise monnaie chasse la bonne, mais au contraire, la bonne monnaie chasse la mauvaise monnaie. La vérité l'emporte toujours sur le mensonge, et donc tout ça se trie à un moment donné dans un phénomène de sagesse des foules et d'intelligence collective, et on en arrive à un truc extrêmement sage. Peut-être, mais de toute façon, il y a un organisateur à ce contenu-là. Et l'organisateur, c'est la plateforme elle-même, ses algorithmes. Enfin, un algorithme, vous savez, c'est une formule mathématique, donc elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et ce que fait l'algorithme-là, c'est qu'on lui dit « fais-moi gagner le plus d'argent possible ». Fais-moi gagner le plus d'argent possible, donc qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? Il va dire « ok, donc pour gagner le plus d'argent possible, il faut attirer le plus d'attention possible, le plus longtemps possible, le plus grand nombre de monde possible. Donc je vais mettre en avant les messages, non pas suivant leur intérêt, je ne sais pas, philosophique, non pas leur intérêt informationnel, non pas même si la plateforme était idéologique, suivant le fait que je sois ou pas en proximité idéologique avec le message, je vais classer les messages suivant leur efficacité économique. Donc, dans la course des messages, de tout ce mélange qui arrive, je vais pousser, accélérer, disent certains, favoriser, faire grandir les messages qui sont très efficaces économiquement, et en revanche, je vais ralentir les messages qui sont très peu efficaces économiquement, et c'est comme ça que je vais mieux gagner ma vie. Jusqu'ici, rien de tout à fait normal d'un point de vue capitalistique, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages qui ont le plus d'efficacité aujourd'hui? Ben, c'est très simple. Si je vous envoie 2 messages en vous disant « Bonjour, je m'appelle Bruno Patino, je vais faire une conférence à l'INSEAD aujourd'hui », et l'autre du genre « Je suis un descendant d'extraterrestres, et en fait, si vous enlevez mon masque, je suis un lézard sous moi », vous allez regarder, l'attention sur le deuxième message va être bien plus forte que sur la première. Et souvent, parce qu'on est dans un moment où tout est... Même si vous ne croyez pas à ce message, et je vais y revenir là, vous allez le viraliser. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit mécaniquement, et moi je fais souvent ça avec mes étudiants, vous pouvez le mesurer très facilement, c'est que le message le plus, quand je dis outrancier, pas forcément extrémiste politique, c'est-à-dire celui qui va le plus vous surprendre, donc il va vous parler aux tripes, c'est-à-dire « non, c'est pas vrai »,« oh,
qui va provoquer de la colère, de la surprise ou du rire. D'abord, il va attirer votre attention, efficacité première. Vous allez le lire très vite, et quelquefois, vous allez même le partager avant de l'avoir lu. Donc, pardon, je vais être un peu vulgaire, je vais quand même prendre 2 minutes en plus. C'est de la bombe, ce message. Donc, vous allez le favoriser. Et donc, à un moment donné, pourquoi on a l'impression sur les réseaux sociaux que tout le monde se combat? C'est que, juste à un moment donné, dans le principe d'organisation, l'algorithme pousse et met en avant les messages qui nous prennent le plus aux tripes. Et donc, évidemment, les messages où on s'insulte, les messages où on se moque des gens, les messages où on s'attaque. Là, on en revient sur les histoires d'audience à la télévision. Hein. Les messages même qui vous racontent n'importe quoi. Eh bien, évidemment, vous allez les viraliser beaucoup plus vite que tous les autres. Et donc, ils ont une efficacité économique bien plus forte. Et donc, évidemment, c'est cela qu'on va voir. Juste pour en terminer par rapport à ça, et après je vais aller beaucoup plus vite sur la conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez, vous faites une analyse de volumétrie. Vous apercevez que 90%, j'ai bien dit 90% des messages postés sur un réseau social sont de nature totalement amicale. Même vous allez voir sur Facebook, vous allez dire, ben voilà, on a une réunion avec l'association de la piscine, est-ce que vous venez? Ou demain il y a une fête là, est-ce que vous venez? Ou j'organise un événement, etc. Ça, c'est la volumétrie. Et les plateformes se défendent toujours en disant, nous, regardez la volumétrie, franchement. Les fake news, la désinformation, les insultes, etc., c'est très, très minoritaire. Ok, mais vous passez au deuxième niveau, qui est notre exposition à. Et là, ce n'est pas du tout le même jeu. C'est-à-dire que, bah, évidemment, il y a tellement de messages qu'il faut bien qu'on en sélectionne pour vous. Donc, je donne juste un exemple dont je parle dans Tempête dans le bocal. Si à un moment donné, Joe Biden dit les réseaux sociaux tuent des gens à propos des histoires de Covid et de vaccins, c'est parce qu'il se rend compte, enfin, il y a une analyse scientifique qui est faite, qui montre que 12 personnes, je rappelle, Facebook, c'est 3 milliards d'abonnés. 12 personnes, surnommées évidemment les 12 salopards, en référence au film de Dirty Dozen, 12 personnes sont à l'origine aux États-Unis de 56 millions de visionnages de messages de désinformation sur le vaccin. Comme quoi le vaccin vous donne le cancer, le machin, etc. Et donc 56 millions de personnes ont été exposées aux messages de désinformation de ces 12 personnes-là, qui postaient en plus en temps. Et alors là, la chose intéressante, c'était que pourquoi les gens sur Facebook suivaient ces personnes-là? Non pas parce qu'elles avaient décidé de les suivre, mais parce que l'algorithme leur avait proposé à un moment donné de les suivre. Et pourquoi l'algorithme leur propose de les suivre? Non pas parce que l'algorithme tout d'un coup propose que, mais simplement parce que l'algorithme avait vu qu'à chaque fois que ces gens postaient des choses en vous disant on vous met un capteur 5G dans le nez, etc., eh bien, il y avait une viralisation extrêmement forte. Et donc, c'était efficace économiquement. Et d'ailleurs, il y a un chercheur nord-américain qui a fait une expérience hyper intéressante, c'est qu'il a posté des choses diffamatoires sur Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, sur Facebook, et l'algorithme l'a poussé à toute vitesse. Ça marchait à mort. Vous êtes sur Facebook, vous dites des horreurs sur Mark Zuckerberg, tout d'un coup, vous le viralisez. Ce qui prouve bien que là, on n'est pas du tout dans une idée idéologique de ce qu'est la plateforme, mais sur son fonctionnement même. Donc juste, rapidement, ça donne l'émocratie, c'est-à-dire une démocratie fondée sur l'émotion, parce qu'à partir du moment où notre espace social, c'est un néologisme que j'ai inventé, mais je l'aime bien, à partir du moment où notre espace social est très structuré autour des réseaux sociaux qui sont une logique d'information chez les gens, eh bien, ça produit ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Trump a été élu grâce à grâce à Facebook et a tenu son pouvoir grâce à Twitter. Bolsonaro a été élu grâce à WhatsApp, qui n'avait pas à l'époque capé le nombre de personnes sur une même boucle, et gouverne grâce à TikTok. On va voir s'il arrive à être réélu ou pas. Et Johnson a beaucoup utilisé aussi les réseaux, et notamment Facebook. Juste un dernier point, plus optimiste que ça, c'est qu'il ne faut pas penser, alors pourquoi Orson Welles? Il ne faut pas du tout penser que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est très fortement exposé, qu'il y a une partie très forte démocratie, je n'ai pas le temps de détailler sur la fin de la confiance,
Malgré tout, on a des ressorts. On est beaucoup moins crédule qu'il n'y paraît. Et juste, je vais raconter en 30 secondes, vous avez tous entendu parler de l'expérience, enfin, Orson Welles, à l'époque, plus homme de théâtre que cinéaste, met en scène La guerre des mondes de H.G. Wells sur CBS en 1938. Bon, il utilise les codes du journal radio qui, à l'époque, est le seul journal. Il n'y a pas de journal télé à l'époque. Enfin, le seul journal, j'allais dire, broadcasté. Et le lendemain ou le surlendemain, le New York Times fait ce titre, Panique dans le New Jersey, panique à Manhattan, et parle de scènes de panique. Il y a un chercheur américain qui récemment qui a 2 ans, a publié le résultat d'une quinzaine d'années d'études où il a voulu savoir jusqu'à quel point les gens avaient vraiment paniqué. Et donc, il a retrouvé une par une toutes les lettres qui avaient été envoyées à CBS, toutes les déclarations faites auprès des policiers locaux, tous les trucs, il a étudié ça. Et en gros, ces conclusions tiennent en un mot. Tous ceux qui ont écrit, se sont plaints, ont été chez les polices, disent « Moi, j'y ai pas cru ». Mais c'était tellement bien fait que beaucoup ont sans doute cru à ça. Donc en gros, moi, je suis intelligent, j'y ai pas cru, mais mon voisin l'a sans doute cru. Moi, j'ai pas du tout paniqué, mais lui ou elle a dû paniquer. Donc en clair, ce que j'ai résumé à un moment dans le livre en disant « La crédulité, c'est les autres ». Et moi, je trouve quand même aujourd'hui, quand j'entends les pouvoirs publics parler, etc., sur notre crédulité générale, j'entends toujours ça, la crédulité, c'est les autres. C'est-à-dire qu'on nous croit beaucoup plus crédules que nous ne sommes en vrai. Bref, j'ai plus de temps pour les solutions. C'est bête. Bon, les solutions en une mot. Je ne crois pas, comme vous l'avez dit. Je vous dis juste des pistes, après je les développe, il y aura peut-être les questions. Je n'ai pas toutes les solutions, évidemment. Juste vous dire quelles sont les solutions à l'œuvre. Dans Tempête dans le bocal, j'essaye de dire il y a des solutions à l'œuvre. Donc, rapidement, l'illusion, ça ne se règle pas tout seul. Le constat, la dépendance en ce moment et la polarisation, ce n'est pas un effet de la technologie, mais c'est un effet du mariage de la technologie avec un modèle économique. C'est une bonne nouvelle, parce qu'une technologie, on n'y reviendra pas en arrière. Voilà, on va devoir s'adapter à la société numérique. En revanche, un modèle économique, ça se change, ça se régule, et c'est là où on va voir, ça se modifie ou pas. Mais c'est à nous de voir comment on fait pour ça. L'illusion, c'est l'autorégulation. Autorégulation, c'est-à-dire les grandes boîtes vont régler ça par elles-mêmes, et ça va se caler tout seul. Et nous-mêmes, petit à petit, on va mettre seul, individuellement, terme à notre dépendance. Ça, c'est une illusion, je n'y crois pas. Après, il y a 3 pistes sur lesquelles les gens travaillent aujourd'hui. Il y a d'abord une piste qui pousse, ce que j'ai appelé réparer la machine, qui pousse les entreprises à modifier leur mode de fonctionnement. Juste Facebook, Twitter ou les autres, on entend modifier, alors on les pousse à modifier ça. C'est utile, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elles sont tout à fait candidates en permanence pour agir sur ce qui ne vient pas d'elles. Vous voulez que je filtre les messages terroristes? Aucun problème. Vous voulez que je filtre les messages pédophiles? Je vais essayer de le faire via l'intelligence artificielle, je le ferai. Les messages de haine? D'accord. Dites-moi juste ce que c'est qu'un message de haine. C'est très compliqué parce qu'un message de haine dans un pays n'est pas forcément un message de haine dans l'autre pays ou inversement. Mais je veux bien, etc., etc., etc. Là où elles sont jamais candidates, c'est quand il s'agit de leur dire oui, oui, tout ça, c'est ce qui vient de l'extérieur, donc que vous agissiez d'accord, mais essayez de modifier votre fonctionnement intérieur, parce que là, on modifie le chiffre d'affaires et donc c'est compliqué. La deuxième piste, c'est pour ça que j'ai mis un dompteur, j'appelle ça dompter les monstres, c'est-à-dire la régulation à un moment donné pour donner des règles à un moment de fonctionnement par rapport à ce modèle économique. Je n'ai pas le temps de développer ça, c'est la deuxième piste. La troisième piste, c'est la création d'alternatives, de modèles alternatifs, de modèles numériques aujourd'hui. Alors, il y a des modèles très antédiluviens comme Wikipédia, qui n'est pas du tout fondé, qui est fondé sur une collaboration sans le poste de l'attention, mais on voit aujourd'hui des modèles alternatifs commencer à arriver. Nous, dans tout cela, certains d'entre nous font des stages de digital detox. J'en parle beaucoup dans le livre Tempête dans le bocal. Franchement, moi, je pense que c'est de la blague. Mais bon, ça existe. Il y a certains pays qui le font de façon volontaire et assez militaire pour les adolescents. D'autres, vous vous isolez dans une vieille abbaye, vous mangez très bien, vous laissez votre téléphone portable sous clé pendant 3 jours et vous avez quelqu'un qui vous dit que vous êtes mieux et vous faites du yoga. Après, vous revenez en société et vous reprenez votre téléphone portable. Mais bon,
Au-delà de ça, je pense quand même qu'il y a des règles, en famille ou autre, qu'il y a des règles d'apprentissage du portable, c'est-à-dire d'apprentissage entre nous tous, des lieux de déconnexion et des temps de déconnexion. Et que ça se construit au plus près, j'allais dire, de nos collectivités, donc en famille, en classe ou ailleurs. Je pense que la déconnexion aujourd'hui, c'est-à-dire la déconnexion maîtrisée en espace ou en lieu, est aujourd'hui quelque chose qui... Bon, donc d'un côté, ouais, l'heure est vraiment dépassée. Donc d'un côté, il y a ça, hein, du côté des sociétés, donc réparer la machine, contrôler les monstres, bâtir l'alternative, et du côté de nous, individus, eh bien, collectivement déterminer des temps en école et ailleurs, des temps et des lieux de déconnexion. Ça, j'y crois vraiment. Une dernière chose pour vous dire, ça, je n'ai pas le temps d'en parler, je ne crois pas du tout à la dystopie finale. Il y a ces deux films-là dont je parle, qui sont en fait deux romans au départ, mais ça nous dit bien, c'est une analyse de système, je n'ai pas le temps de détailler ici, j'essaie d'en parler longuement dans Tempête dans le bocal, mais quand on regarde tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, et je parle d'où ça vient, on vit à la fois dans une société du calcul permanent, hein, la data, on est en permanence calculé. Une fois que on extrait vos données sont calculées. Donc c'est l'extension, si j'ose dire, du domaine du calcul. Et par ailleurs, pour nous le rendre acceptable, on nous met ça dans un univers qui est très gamifié, qui est très proche de l'univers des jeux. Alors on peut se dire qu'à un moment donné, on va arriver dans le cauchemar absolu. C'est pas un hasard si c'est Spielberg qui fait ces deux films qui sont deux adaptations de livres. Minority Report, comme vous le savez, c'est le livre de Philippe K. Dick qui fait qu'on condamne les gens avant qu'ils commettent le crime. Ça permet de ne pas avoir de victimes et en même temps, le calcul, on a une connaissance tellement précise de la façon dont vous allez vous comporter. Alors à l'époque, c'est une espèce de gourou qui l'a, qu'on sait que vous allez commettre le crime. Donc vous êtes tellement prévisible, nous sommes tellement prévisibles et tellement calculables que finalement, voilà, on paye les conséquences de nos actes avant même de les avoir connus. Donc ça, c'est, si j'ose dire, le cauchemar du calcul total. Et l'autre cauchemar, c'est le cauchemar du jeu total et donc de l'immersion totale, qu'on voit revenir aujourd'hui avec le métaverse, on en parlera peut-être pendant les questions, qui est Ready Player One, où on voit une société paupérisée, dramatiquement, j'allais dire, organisée, dont le seul lieu, le seul échappatoire est un jeu immersif, qui est aussi le seul lieu de libération possible de cette société. Donc le jeu total, ce que je dis, le calcul total et le jeu permanent. Je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est les deux cauchemars qui sont les nôtres, mais qu'au regard des solutions qui se créent aujourd'hui et des pistes qui se créent, je crois plutôt que voilà, si on réapprend un peu à regarder vers le ciel et à régler ça, il ne tient qu'à nous de déterminer dans quelle société numérique on vivra. Il n'y a pas de déterminisme technologique. Il y a un moment très dur qui correspond pour moi à peu près au même moment de la société industrielle, à la fin du 19e siècle, quand il n'y avait aucune régulation et qu'on avait l'impression que évidemment, ça allait détruire l'ensemble de nos vies ou autres. Ça peut revenir aujourd'hui avec l'écosystème, mais il ne tient qu'à nous de savoir dans quelle direction nous allons aller. Pardon, j'ai été trop long. Merci beaucoup. Très bien. Voilà.